Bonsoir à chacun, bonsoir les amis. On va vous présenter le non-dit nouveau visage. Vous avez peut-être en mémoire l'image de la revue qui est terminée, qui a terminé sa course. Et voilà ce que nous proposons par le non-dit, que nous essayons en tout cas de garder le contact que nous avons avec les lecteurs et avec les amis lecteurs devenus, bien sûr. Alors, Françoise, c'est le moment où j'ai le plaisir de me taire. Mon Dieu. Et je vais te laisser ces minutes dont nous parlions pour que tu parles. Peut-être que tu prennes appui sur ce qui a été dit, si tu es d'accord, pas d'accord, si tu penses que, etc. Mais surtout, pour expliquer à notre public ce que nous avons devant nous et ce que chaque livre a pu représenter pour toi comme investissement personnel, parce qu'il ne s'agit pas de dire « je suis un écrivain d'écrire », il s'agit de persécuter le temps qui nous persécute lui-même, c'est-à-dire trouver les moments d'écrire. Et nous savons que ta famille ne t'a pas toujours laissé le temps de pouvoir écrire comme tu le souhaitais. Le but de notre réunion d'aujourd'hui, en plus de voir autant de visages que nous aimons, il y a un but très clair. Il faudra partir d'ici peut-être avec l'idée d'une éthique et d'une esthétique. Une éthique sur ce que Françoise peut-être imagine à propos de son parcours d'écrivain et une esthétique à partir de ce que tu nous auras dit et ce que tu fais dans l'écriture. Voilà, je me tais, à toi le parole. C'est énorme. Voilà, je vais peut-être commencer justement par ce que tu as dit en dernier lieu, et merci d'abord de vous être dérangé pour venir m'entourer pour cette première réunion du non-dit dans la découverte d'une écriture. Ça me fait très plaisir de vous retrouver certains après un certain temps. Et donc, oui, je suis de là. Je suis du Borinage, c'est-à-dire que je suis née. Et mon premier regard, eh bien, quand j'ai pu réaliser où j'étais, c'était sur ces fameux terris dont tu parlais, Michel, et dont je suis venue. Mais bon, c'est le décor, voilà. C'est le décor, mais c'est aussi le décor de ma famille, puisque je suis une petite fille dont le grand-père, en tout cas maternel, était mineur, analphabète complet, illettré, un mineur de fond. Ceci dit, si je fais la jonction avec le livre que vous avez là sur Victor Regnard, qui est aussi du Borinage, et dans ses profonds chemins, c'est un titre qui a deux sens et important. Oui, je vous le montre, donc c'est ce livre-ci. Voilà, il a eu l'honneur de recevoir le prix Plisnier. Les profonds chemins du pâtre, c'était non seulement les profonds chemins du lieu où ils habitaient, c'est-à-dire des chemins creux qui conduisaient vers d'autres lieux, donc des chemins entre les prairies, entre des champs. Mais chez moi, c'est devenu les profonds chemins dans lesquels l'artiste se plonge et va chercher les raisons de peindre. Et donc pour moi aussi, les profonds chemins du peintre, ce sont les miens. Ce ne sont pas nécessairement les chemins creux des Louges et des environs, ce sont les chemins où le peintre allait chercher son inspiration et où moi très constamment, je dirais, constamment, tu citais mon premier poème et c'est toi qui as préfacé mon premier livre de poésie, Michel. Ça date de 40 ans, de plus de 40 ans. Avant, il y avait déjà quelque chose. Je pense avoir toujours écrit. Et pourquoi est-ce que je me suis mise à écrire? Et là, c'est de l'archéologie
en ce qui me concerne, je pense que j'ai écrit parce que je ne pouvais pas dire des choses à ma maman. Je ne pouvais pas lui parler, j'avais une mère un peu particulière. Et pour pouvoir dire les choses que j'imaginais, j'allais me mettre sous la table de la cuisine et je racontais mes histoires. J'ai commencé à écrire des petites poésies à 10-12 ans, comme beaucoup d'enfants. Mais un jour, ma sœur me dit, on va envoyer ton poème au journal Le Soir, qui avait une tribune, la littérature des enfants, et ce petit poème a été imprimé avec mon nom, mon adresse et le lieu où j'habitais. Là-dessus, gros souci avec ma maman qui dit « Mais tu te rends compte, à ton âge, tu écris des choses pareilles. » Sans doute que j'écrivais des histoires de princes charmants qui devaient arriver et qui devaient m'enlever sur son destrier blanc. Je ne sais pas. Elle m'a dit « Mais non, c'est pas possible de tuer. » Voilà, il faut... Donc tout ça est allé à la poubelle. Et de cette frustration énorme est né le besoin irrépressible de continuer à écrire dans des petits carnets qui ont disparu au cours du temps. Beaucoup commencent comme ça. Alors revenons justement à ces profonds chemins et à ces chemins profonds dans lesquels je me perds régulièrement parce que je dois me perdre dans ces profonds chemins. Je le dois. Il y a eu donc 10 années de poésie et puis ensuite j'ai commencé à penser que je pouvais dire plus et j'ai commencé à écrire des nouvelles. Souvent d'ailleurs, sur commande, il y avait Radio Hainaut à Mons et on me commandait des nouvelles avec des thématiques précises et parfois, et ça m'intéressait beaucoup, des consignes. Ne pas dépasser, je sais pas, 14 321 caractères, sinon c'est pas... Moi j'adorais ça. C'est un petit peu l'écriture sous contrainte, c'est Georges Perec. Et j'écrivais et puis j'éliminais. Je me souviens d'avoir fait des ateliers d'écriture avec d'innombrables classes. Mon grand âge vous dit quand même qu'il y avait d'innombrables classes. Et on partait comme ça de textes. Et l'objectif, c'était de les réduire. Donc il fallait travailler dans le langage, dans les synonymes, voilà. Réduire pour que c'est toujours le même sens et que c'est toujours la même grâce. Et donc voilà. Et puis un peu à la fois, c'était dans les années 90. Eh bien, dans les années 90, je me dis, dans le fond, si je tentais le coup, j'avais un petit peu plus de temps. Mes enfants avaient grandi un petit peu, me laissaient un peu plus tranquille. L'aventure du roman. Et c'était le premier pas dans le roman. Avec Luce Wilquin, qui malheureusement est décédée depuis même pas encore 1 an, et qui avait arrêté ses activités d'éditrice 3 ans auparavant, ce qui évidemment est un gros souci, y compris pour moi, parce que bon, les livres sont là, ne sont plus diffusés. Certains que vous voyez ici n'existent plus qu'en un seul exemplaire, comme par exemple le Camino ici, qui est en fait le chemin de Compostelle. Je vais vous dire tout de suite comment je l'ai vu, ce chemin de Compostelle. Et donc, je suis arrivée à ce premier roman, voilà, allons-y, je l'écris. Et puis, je l'envoie à mon éditrice. Il faut dire que j'ai été professeure d'allemand une grosse partie de ma vie. Et comme elle me disait gentiment, ne te prends pas pour Goethe. Pourquoi ? Parce que j'étais impressionnée par les souffrances du jeune Werther et je voulais écrire un roman épistolaire, voilà. Et donc elle me dit non, mais il y a beaucoup de choses à changer, mais tu peux garder un certain nombre de tes lettres, etc. Mais effectivement, il faut faire quelque chose avec un manuscrit comme ça. 4 gosses à la maison, je me dis, je n'arriverai jamais à travailler ça, heureusement. Mon brave époux m'a dit, vas-y. Je garde les enfants, tu prends ta valise, et où est-ce que je suis allée ? À Trèves. C'est très symbolique, hein, parce que je faisais une trêve aussi dans ma vie. Je suis allée à Trèves 1 semaine, je suis restée enfermée dans ma chambre à boire du café, à manger n'importe quoi, et quand je suis revenue, j'avais un roman. Et c'était le début d'une longue aventure éditoriale, puisque depuis 1990 jusqu'en 2018, je pense, eh bien, il y a eu 19 romans qui ont été édités par la même éditrice.
C'était extraordinaire parce qu'elle avait une façon de travailler qui me convenait beaucoup. Le dernier de ses romans, je ne sais plus lequel, René, c'est quoi le dernier? Ah, c'était Dieu le potier et quelques autres. C'est un recueil de nouvelles. Alors, parmi justement, puisque voilà, nous parlons du lieu et des lieux d'écriture en partant du Borinage, où finalement je n'ai écrit surtout que de la poésie ou des allusions à ce pays d'où je viens et où j'habite et où je mourrai, puisque un journaliste avait écrit ça un jour dans un article, elle vient du Borinage et un jour elle y mourra. Je me suis dit oui, forcément. À peu près. Celui-ci, justement, Ernska, qui est un roman pour moi d'abord très épais, comme vous le voyez, mais très symbolique aussi, parce qu'il est parti d'un carnet de dessin qu'un professeur de l'école technique du Borinage, où j'enseignais à toute une bouterie de garçons, qui me dit: j'ai trouvé ça dans une maison que je rénove, toi tu es prof d'allemand, tu écris, ça doit t'intéresser. C'était un carnet de dessins avec 11 dessins et quelques petites inscriptions en allemand ou en mauvais français. C'était le carnet de dessin d'un très jeune soldat allemand de la Première Guerre mondiale qui s'appelait Ernst Kröger. Et avec Ernst Kröger, j'ai vraiment vécu au quotidien, pratiquement pendant 4 ans et demi, où je suis allée avec ma petite voiture et mon carnet sous le bras, visiter tous les sites, essayer de retrouver tous les sites qu'il avait dessinés. J'ai donc fait une enquête énorme, historique, géographique, sociologique. Je suis allée en Allemagne rencontrer des gens qui avaient des documents en allemand de la guerre 14-18, des documents authentiques. On a fait des tas de marchés de brocante. J'ai une caisse de documentation que j'ai lue. Mais surtout, et ce livre est dédié à Madame Ducobu, qui n'est pas parente avec Michel, je ne pense pas, non. Je ne suis pas sûre d'ailleurs, parce que la famille Ducobu, elle est gigantesque. Une dame que j'ai rencontrée qui avait déjà bien passé 90 ans, qui avait connu la Première Guerre mondiale, et à qui j'ai posé des questions pour composer ce récit sur la vie au quotidien, à Boussu, dans une zone d'étape entre février 1917 et mai 1918, quand on avait des Allemands dans la chambre à coucher à côté de la sienne. Et là, je n'aurais jamais pu imaginer ce que c'était. Je pense que ce n'était pas possible. On avait beau regarder dans les livres, ce que je voulais, c'était des détails concrets. Par exemple, on n'a plus rien pour faire la lessive. Comment est-ce qu'on fait du savon noir à l'époque? Comment est-ce qu'on fait du pain qui collait au plafond quand on le jetait en l'air? Toutes ces choses-là. Et donc, grâce à Madame Ducobu, grâce à toutes mes recherches, j'ai fait revivre cet homme-là. Et pourquoi est-ce que je me suis attachée à cet homme? Parce que j'avais l'impression, après tout ce que j'ai pu comprendre de lui, des tout petits éléments que j'ai réussi à avoir à gauche, à droite, et notamment grâce à une personne qui était en Allemagne et qui connaissait sa petite fille, c'est que je me suis dit, lui, jeune garçon de 17 ans, qui arrive pour faire la guerre, c'est-à-dire pour se faire hacher menu dans les tranchées de la Somme, etc., qu'est-ce qu'il cherchait? Et j'en suis arrivée à me dire, c'est ça l'objet de mon livre. Comment est-ce que le fait de vivre dans une famille où il y a 3 enfants qui crèvent de faim et avec un papa qu'on va déporter en Allemagne, ça c'est authentique, qui va mourir, comment est-ce que lui, qui est un jeune homme et dont les parents en Allemagne, la mère va mourir aussi parce que c'était l'horreur partout, comment est-ce que lui va vivre cette guerre et comment va-t-il en sortir? Est-ce que humainement, il sera le même que quand il est rentré? Et ça, c'était l'objet de tout mon travail. Et j'en suis vraiment fière. D'ailleurs, je peux vous dire, dans quelques semaines, il va être réédité. Ouf! C'est le seul livre édité chez Luce Wilquin qui sera réédité dans quelques semaines aux éditions du Sablon. C'est une collection de Weyrich. Parce qu'en fait, il y a eu un subside de la promotion des lettres qui a été octroyé
à cette collection nouvelle sous l'égide d'Éric Blocher. Et il y avait normalement 15 auteurs de l'USWICA qui pouvaient en bénéficier. Je suis la dernière. Il sort dans 3-4 semaines. Je suis extraordinairement heureuse qu'il revienne au-dessus du reste. Voyageons encore un peu et repartons avec l'unique exemplaire de ce livre Camino. Eh bien là, nous quittons tout et nous partons à Compostelle avec un pèlerin. Et nous, quand je dis nous, c'est lui qui part. Et moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me mets à la place du sentier. Dans ce livre est un dialogue constant entre le chemin qui voit arriver son pèlerin et à qui le chemin dit « Mais ne crois pas que parce que tu arrives avec un chapeau tout neuf et des bottines que tu es un pèlerin. On est pèlerin quand on marche jusqu'au bout. » Et c'est donc un dialogue constant entre le paysage important, le paysage, le chemin que le pèlerin traverse et le but ultime qui est la cathédrale de Santiago de Compostela. Ça, c'est un livre aussi que j'ai eu le plaisir de présenter plusieurs fois parce que moi, je ne l'ai pas fait. Maintenant, on commence à faire des petits bouts du chemin de Compostelle. À l'époque où on l'a fait, je travaillais avec des petits mots que je recevais. C'est en 1999-2000. Il n'y avait pas de GSM. Il n'avait pas de GSM, le monsieur qui a fait la personne qui a fait ce chemin. Il m'envoyait des petits mots. Ce que je voulais avoir, c'est les noms des lieux, la description des couleurs, de la terre, des fleurs, etc., les noms des personnes qu'il rencontrait, et puis tout le reste, j'ai l'impression que je marchais à côté de lui. Absolument, c'était extraordinaire. Je l'ai présenté à des sociétés de pèlerins de Compostelle. Ils n'ont jamais voulu croire que je ne l'avais pas fait physiquement à côté d'eux. Pourtant, je peux vous le dire. On va un peu plus loin, et justement, on va un tout petit peu plus loin, même carrément beaucoup plus loin, parce que dans tous les livres que vous avez, il y a chez moi une façon de travailler par rapport au personnage. Souvent, je pars du lieu, et souvent, j'attends qu'un personnage vienne frapper à la porte, ou pratiquement, et m'amène dans le lieu où il a envie que j'aille avec lui. Et ça, c'est Nyokobok. Nyokobok, au Sénégal, ça veut dire on est ensemble. Ce que j'ai fait ici comme travail, je l'ai fait pour soutenir une association humanitaire au Sénégal de mon amie Véronique Lambert, qui est une mezzo-soprane et qui a consacré une grosse partie de sa vie et même de ses moyens financiers pour aider un village je dirais pauvres gens, mais ça ne ressemble même pas à ça. Ce sont des gens qui vivent de façon, je dirais, presque élémentaire. Et elle a consacré sa vie à ça. Ce livre-ci, je l'ai fait pour que tous mes droits d'auteur reviennent à son association. Et j'ai travaillé avec cette personne. Donc, le jeu du livre, ça n'est pas la narratrice, c'est Véronique. C'est Véronique qui parle. Et je suis je suis elle quand j'écris ce livre. Nous avons travaillé jour et nuit pour ce livre-ci. Mon mari peut en attester. À 2h du matin, par Messenger, ça résonnait et j'y allais. C'était pas facile, mais je dors peu. Je devrais dormir plus. Ceci, il en a parlé. Jean qui vole. Alors, Jean qui vole, eh bien, effectivement, ça vient d'un petit lieu. On retourne alors dans le Borinage, à Élouges, c'est-à-dire le village de mon pâtre. Il y a une superbe petite chapelle. Et dans cette chapelle, auparavant, avant qu'il ne soit volé, il y avait 2 personnages, Jean qui rit et Jean qui pleure. Et il se fait que, eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon. Quand il naît, sa maman meurt quelques jours plus tard. Et il va être recueilli, notamment, je passe des étapes, par sa tante, qui est la belle-sœur de son papa. Puis son papa meurt, et il devient donc le pauvre petit orphelin du village. Et effectivement, ce petit garçon, comme il pleure beaucoup, sa tante le mène voir Jean qui pleure, et puis Jean qui rit. Et à la fin, il devient Jean qui vole. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? D'abord, il y a un hommage appuyé à cette femme qui a recueilli ce petit garçon. Et ce petit garçon, c'est mon mari.
Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Eh bien, parce que chez moi, il y a aussi un souci de transmission qui est énorme. Et comme mon mari est un orphelin complet, qu'il n'y a plus personne autour de lui, nous avons que des descendants, ce qui est très bien, mais moi j'ai toujours eu l'envie et le besoin impérieux que mes enfants, que nos enfants connaissent vraiment d'où vient leur papa. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un livre d'hommage, mais c'est aussi un livre qui a un sous-titre, c'est Éloge de la désobéissance. Parce que ce petit garçon, justement, pour ressembler aux autres, il n'a fait que ça pendant toute son enfance. Il a désobéi, il a passé les frontières de ce qui était acceptable pour les gens qui le voyaient. Et voilà, c'est donc une histoire tout à fait authentique. Alors, dans le petit cheminement, il y a Au revoir Lisa, qui est mon premier livre édité après Luce Wilquin. Voilà, si tu veux bien me le montrer, merci. Donc, Au revoir Lisa, édité chez Néo, et c'est l'histoire de l'arbre mort. Ça part justement d'un arbre qui est comme ça, dans une prairie isolée, devant un hameau. Ce n'est pas tout à fait le borinage, là c'est un petit peu en dehors. C'est ce qu'on appelle les hauts pays, les hautes terres. Et cet arbre reçoit une décharge, un coup d'éclair, et son tronc est fendu en deux. Et à partir de là, c'est très symbolique, toute l'histoire va se dérouler, mais se déroule aussi en 4 phases, plus une. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui va avoir de gros problèmes, et ce couple a une enfant qui s'appelle Lisa. Une femme, un homme, l'homme travaille loin, à Bruxelles, et en fait est accusé un jour d'avoir séduit une fille, et puis de l'avoir mise enceinte. Et donc nous sommes à peu près dans les années 60, comme ça, un petit peu plus. La mère de la fille porte plainte et cet homme-là fuit. Il fuit en France. Ça, c'est la première partie du récit, avec tout ce que ça peut appliquer dans le ménage. Vous imaginez un peu, il rentre, il y a une lettre de la police, sa femme hurle dans tous les sens, je vous passe les détails, il fuit. La deuxième partie du livre est consacrée à la vérité de cet homme-là. C'est la vérité selon Auguste. Donc on part d'une situation, la vérité du personnage. Troisième partie, c'est le mensonge d'Eugénie, le mensonge de sa femme. Donc on voit déjà qu'il y a des choses qui se dessinent. Et la quatrième partie, c'est la recherche de leur fille pour connaître la vérité de ses parents. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Eh bien, parce que souvent, il m'arrive de rencontrer des photos. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ordre et en même temps de désordre dans ma vie. J'ai toutes ces caractéristiques qui sont peut-être des qualités en moi. Et dans mes boîtes à chaussures, eh bien, il m'arrive de remettre la main, comme certains d'entre vous, sur une photo. Et cette photo, c'était celle de mon grand-père. Et ma sœur me dit « Ah, mais notre grand-père, que j'ai à peine connu, il a dû quitter le domicile conjugal de grand-mère parce qu'il était accusé de certaines choses de ce type-là. Et grand-père est parti, il a fui en France, et puis il a fui en Italie. Et je me suis dit, ah bon, tu nous as fait ça. Eh bien, moi, je vais maintenant partir de là et aller rechercher un petit peu en arrière tout ce que tu aurais pu faire. Et c'est un petit peu cette histoire que j'ai racontée en romançant énormément, évidemment. Alors, peut-être terminer ce petit tour de piste par la danse, la Miss Slovène. La Miss Slovène, ça c'est aussi quelque chose. Et là, je vous emmène en Slovénie. La Miss Slovène, je l'ai connue en 1973. On a fait nos études à l'école d'interprète ensemble. Moi, je faisais des études germaniques, elle faisait le russe et l'italien. C'est une femme dont la mère était slovène, le père italien, revenu par ici, chez nous, en fait, là-bas, au Borinage, pour travailler dans les mines. Et finalement, cette fille, en 1975, est retournée en Slovénie pour épouser
un garçon qu'elle ne connaissait qu'à peine, après avoir eu un gros chagrin d'amour par ici, et je vous dirai le nom de la personne, parce que c'est un poète important. Et donc, elle est partie. Sa grand-mère lui avait dit, si tu reviens en Slovénie, je te trouverai un mari qui est très chouette. Et elle a épousé ce garçon-là. C'était un couple extraordinaire. Voilà, c'est l'histoire de mon ami qui va retourner en Slovénie et qui va traverser la guerre qui va suivre la déclaration d'indépendance de la Slovénie en 1991. C'est aussi une relation, la description d'une relation d'amitié indéfectible. Nous étions comme des sœurs et nous sommes restés comme des sœurs. Donc pourquoi est-elle partie? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est partie? Et surtout, comment va-t-elle s'intégrer dans une société dont elle ne comprend pas la langue parce qu'elle ne parlait pas du tout le slovène, elle parlait l'italien, elle parlait le français, elle a appris le russe, elle parlait le russe, elle a appris aussi l'anglais bien entendu, et finalement en Slovénie elle a appris le slovène, elle parle donc 5 langues, et comment a-t-elle appris le slovène? C'est intéressant ça m'a beaucoup intéressé de le savoir, tout simplement en travaillant avec sa belle-mère sur des bandes, sur des livres d'enfants. Et le tout dernier, c'est la danse de l'abeille, mais il y en a encore beaucoup d'autres à la maison, mais je ne vais pas vous saouler avec tout ça. Ça, c'est important aussi, les petits. Et je suis partie tout simplement d'une question. Quel sera mon personnage? Quel sera mon personnage? J'ai besoin d'un personnage. Et donc, je pense à mon personnage. Et je me souviens que la première phrase que j'ai écrite sur une feuille de papier, c'est dans le premier chapitre de ce livre très court, c'est « Je pense à vous ». Je pense à vous, avec une majuscule. Et vous, c'est le personnage. Que ce jeu, qui est la narratrice, va tenter de trouver partout, en cherchant, en allant aussi, j'aime bien Florence, elle va le rechercher jusqu'à Florence. Et voilà, va-t-elle le trouver? Elle croit le reconnaître parce qu'elle a dans la tête l'image d'un personnage qu'elle va balader un peu à gauche, à droite. Et c'est toujours comme ça aussi que je commence. Je pense à vous. Je pense à vous et où? Dans quel lieu? Et pourquoi? C'est un petit peu en lisant, je ne dirais pas que c'est en lisant Duras, parce que j'ai beaucoup lu Duras, mais j'ai surtout retrouvé mes façons, les questions que je me pose à propos de cet essai qu'elle a écrit, Marguerite Duras, c'est écrire. Et dans écrire, il y a là une conception de l'écriture qui vous fait tomber par terre à certains moments. C'est comme ça qu'elle le dit. Écrire, je ne sais pas pourquoi on écrit, je ne comprends pas pourquoi on n'écrit pas. Il y a encore beaucoup d'autres choses de ce type-là. Et donc, je reviens au début de ce très court exposé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, pas du tout. Voilà, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'écrit pas, mais c'est une question que j'hésite à me poser parce que j'écris toujours. Et effectivement, pour moi, écrire, ça fait partie de ma respiration, ça fait partie de mon ordre et mon désordre. L'écriture remet parfois en ordre toutes ces idées que j'ai en tête et surtout en écrivant. Et je pense que je le comprends maintenant beaucoup mieux depuis quelques années. Je dois vous dire que quand je vois ce qui se passe, l'état du monde, etc., qui me fait parfois sangloter devant le journal parlé, je me dis, bon sang, écrire me met en dehors de tout ça. C'est peut-être pas très courageux, mais bon sang, l'écriture est un havre de paix pour moi et surtout une façon de déjouer toutes les menaces que je vois et que je prends aussi non seulement pour moi, mais pour tous ceux à qui j'ai donné la vie, directement ou indirectement. Merci.